Peut-être je suis le seul écrivain français avec une balle dans la tête et deux dans le ventre. Peut-être, non? Moi, je dis pas que Mesrine, c'était quelqu'un de bien, c'est pas bien ce qu'il a fait. Mais moi, c'était mon oncle. Je pense que le livre, il combat tout. Quand même des humains ou des institutions, ils lâchent l'affaire. Ils sont adolescents, mais ils ont déjà faim. Ils ont besoin d'argent. Déjà, ma grand-mère, elle a perdu sa petite dernière, mais elle perd tous ses enfants. Et après, en fait, il y a la guerre un peu entre la gendarmerie de Fresnes et ma famille. Vers l'âge de 18-19 ans, j'en avais marre, j'ai dit ma vie faut qu'elle change. Et là, je me suis lancé dans le trafic de stupéfiants. C'est la fin que j'aimerais que les gamins retiennent, c'est que peu importe aussi loin que tu vas, tous capables de changer, on est tous capables de se relever, de changer de vie. Parce que la vérité, elle est dans la nouvelle vie que j'ai aujourd'hui, pas dans celle que j'ai eue avant. Bonjour tout le monde, on est revenu dans la planète 28 septembre, ok. Et on va présenter une émission, toujours pareil, hein, c'est spécial racaille, hein. C'est aux éditions La Rue pour notre podcast là d'aujourd'hui. Et on a quatre écrivains qui sont bien assis, bien cramponnés à vous dire ce qu'ils pensent. Voilà, je vous présente déjà la première. Jennifer Yezid. Moi, Zinedine Rab. Moi, c'est Silas Garba. Yannick Deslandes. Voilà, et Joseph. Moi, c'est Aux Joseph. éditions La Rue. Des éditions La Rue. On est associés depuis 3 mois. Pourvu que ça dure. On va espérer. Donc, ouais, après, on va faire un tour de table pour que chacun présente son livre, chacun son tour. Et voilà, on peut commencer par toi. Moi, c'est Zinedine Rab, auteur de Tala, Talha, aux éditions Baudelaire, paru fin 2023, qui retrace une vie atypique qu'un peu ont vécu, mais avec un gros message d'espoir et plein de bonnes choses en perspective. Jennifer Yezid. Alors, mon livre, il s'appelle Malika, généalogie d'un crime policier. Il a été paru le 7 avril 2023 aux éditions Hors d'atteinte. C'est l'histoire de ma tante qui a été tuée à l'âge de 8 ans par un gendarme. Et dans ce livre, en fait, j'explique l'histoire de ma tante et les répercussions qui ont suivi à travers ma famille. Bonjour à tous, moi c'est Silas Garba. Mon livre Je deviendrai comme Cristiano Ronaldo est sorti il y a 2 semaines et il raconte l'histoire d'Isaac, un jeune issu des quartiers qui a une passion pour le football. Voilà, ça c'est mon livre. Et donc il a cette passion pour le football et ça va l'amener en fait à donner le meilleur de lui pour essayer de pratiquer cette passion. Mais comme il vient des banlieues difficiles, il aura des aventures, on va dire, qui vont l'empêcher d'atteindre son rêve. Mais c'est un livre à découvrir et je vous en parlerai. Donc, je suis l'auteur du livre Au-delà les murs, qui est mon autobiographie. Un livre dans lequel j'ai voulu expliquer à tous que derrière le terme détenu, c'est avant tout des hommes et des femmes qui ont des qualités, qui ont des défauts, qui ont un parcours. Personne se réveille un beau matin en se disant je vais devenir trafiquant, braqueur ou autre. C'est toute une histoire qui fait qu'à un moment donné, on en arrive là. Donc j'ai voulu raconter ma vie et en même temps montrer qu'il n'y avait pas d'âge pour s'en sortir et qu'une autre voie est toujours possible. On revient sur le sujet, le débat. Non, je sais pas si on peut dire c'est nos sujets, débat et tout ce qu'on a vécu, c'est pas un sujet, c'est le vécu, quoi. Chacun va s'exprimer sur son vécu, et puis voilà, son histoire surtout. Vas-y, lance une question à laquelle tout le monde peut répondre. Non, C'est moi du coup. Alors, ouais, qu'est-ce qui vous a mis à écrire? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Je pense que ça, c'est une question à laquelle tous les auteurs, pour entrer dans une discussion sur l'écriture, ça peut toujours être intéressant.
La question, elle est magnifique. Ce qui m'a poussé à écrire, c'est, un amour inconditionnel que j'ai pour mon enfant, un amour inconditionnel que j'ai pour le bouquin, parce que le bouquin, il traverse les temps, c'est immortel, ça témoigne au c'est une arme à multifacettes, ça témoigne de l'amour et de la haine envers, des choses. On peut tout exprimer et moi, je voulais exprimer, l'amour que j'ai inconditionnel pour mon fils et la haine que j'ai, contre les terroristes qui me l'ont enlevé, tout simplement et puis de transcender toutes, les injustices qu'on peut trouver dans notre chemin quand on mène ce combat-là, que ça soit, des censures au niveau, journalistique ou juridique, on comprend pas, mais en tout cas, le livre, il est plus fort que tout ça et permet d'avoir, une panel de lectorat vraiment, de tout horizon différent et de toute obédience différente. Qu'est-ce qui m'a poussé à écrire le livre Malika, généalogie d'un crime policier? D'abord toutes les archives que ma grand-mère m'a léguées et aussi, pour faire mon deuil, parce que, c'est toute ma famille qui a subi, cette histoire donc j'avais une rage en moi. Il fallait que j'écrive, fallait que je rétablisse aussi, l'histoire, que je rende justice, que je rende justice, ma tante Malika parce que dans l'histoire, la gendarmerie, en fait, a dit que c'était mon grand-père qui l'avait tué alors que c'était les gendarmes. Donc en fait, écrire m'a permis de faire une grande thérapie. Bah, moi, ce qui m'a poussé à écrire le livre, Je deviendrai comme Cristiano Ronaldo, c'est, l'idée déjà de parler des jeunes, qui vivent, en banlieue. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, en fait, qui s'ennuient dans la banlieue et parce que par manque, d'activité et qui sont amenés, en fait, à faire, des business, parfois pour, soit, aider leur famille ou soit s'aider eux-mêmes. Donc j'ai voulu parler du business, illégal, dans nos quartiers et j'ai voulu aussi, parler du fait qu'un jeune peut s'en sortir, s'il a une passion. Donc là, pour Isaac, sa passion, ça sera le football et il voudra devenir, footballeur professionnel. Donc il va tout mettre en œuvre pour essayer de percer dans ce milieu. Mais comme vous savez, dans le milieu du football professionnel, les places sont très, très chères. Je crois que dans le milieu professionnel, il doit y avoir 4 000 licenciés. Donc c'est très peu par rapport au nombre de personnes qui veulent réussir, dans le milieu du football et donc Isaac, il va tout faire pour, essayer de devenir un footballeur et il aura des problèmes, de la jalousie, heu, des personnes qui sont là pour, son argent ou sa célébrité et il aura, des difficultés. Donc dans ce livre, j'ai voulu tout d'abord faire passer un message d'espoir, dire aux jeunes qu'ils peuvent s'en sortir, s'ils le veulent et la passion, c'est ce qui permet d'avancer dans la vie donc c'est dans ce sens-là que j'ai voulu aller, dans l'écriture de ce livre. La première fois que je suis rentré en prison, j'avais 16 ans. Je savais, pour ainsi dire, ni lire ni écrire, parce que j'avais été déscolarisé très tôt. Dans les années qui ont suivi mes premières incarcérations, j'ai repris des cours par correspondance. Au départ, j'ai passé un CFG, le plus petit diplôme français, un brevet des collèges et un jour un détenu de longue peine, parce qu'il voulait me pousser à ouvrir des livres, m'avait ramené, un livre qui avait été écrit par un ancien détenu. Donc j'ai lu ce livre et lorsque je l'ai lu, je me suis, retrouvé à travers son récit, parce qu'on n'arrive pas là par hasard et souvent il y a des similitudes dans nos parcours de vie et c'est vraiment en lisant ce livre qui s'appelait Rédemption que je me suis dit: «Un jour, il faudra que j'écrive ma propre histoire». Par la suite, j'ai passé d'autres diplômes jusqu'au DAU et à ma dernière, incarcération, je me suis décidé, je me suis dit: «Il faut que j'écrive mon histoire». Heu, pour moi, pour ma mère qui est illettrée. Hem, Aussi parce que j'ai voulu donner la parole à ce gamin que j'ai été qui n'avait jamais eu, son mot à dire. Le gamin de 6 ans, le gamin de 10 ans, le gamin de 16 ans, même le môme de 30 ans que j'avais été
Donc j'ai voulu que chacun puisse, raconter, son moment de vie et je voulais aussi que le lecteur, bah, puisse simplement s'asseoir à côté de moi, non pas pour excuser, mes choix passés, mais simplement pour vivre ma vie et se rendre compte qu'est-ce qui a pu faire qu'à un moment donné, je prenne telle ou telle direction et que je fasse tel ou tel choix, aussi mauvais soit-il. Et je voulais aussi, peut-être, me dire qu'un jour, quelqu'un lira ce livre et se dira qu'à son tour, lui aussi voudra raconter son histoire. Voilà. OK. Maintenant, chacun va essayer de raconter en allez 5-10 minutes, le livre, quoi, que vous avez ramené. Moi, je l'ai lu, j'ai tiens et j comme il y a beaucoup de pages et on s'est vu, voilà, ça fait quoi. J'étais jusqu'à 180, 350 on a tout dit la vérité. Je reviendrai quand on peut. Ouais, voilà. Non, mais c'est pour ça. Est-ce que tu me est-ce que tu me donneras à la fin de ce que j'ai dans la tête? J'ai lu aussi pareil. Voilà. Mais je crois que je l'ai fini. Voilà, c'était un peu plus, pas facile. Que le tien, tu rentres vraiment dans les détails. Tu racontes vraiment, s'il y a une frontière, mais voilà, c'est vraiment tu y vas. Le tien est plus il est plus long, mais bien, hein. Toi, c'est plus facile à lire. Parce que je me suis reconnu dans parce que je me suis reconnu dans des choses. D'accord. Les avec ta mère, je sais pas, des trucs. Et toi, c'est différent parce que tu m'as fait rappeler des choses aussi et j'ai plus moi, ça m'a plus, donné les jetons, quoi, de refaire des Ça choses. dépend comment dans la trajectoire Ouais, de vie ouais, indirectement. de refaire, de retomber dans ces choses-là, quoi. Moi, j'étais minime par rapport à toi, tu costaud. Mais, mais c'est vrai que rien que le fait d'avoir touché dans des trucs qui sont illicites, tout ça, tu sais, ça, ouais, mais tu mets un bout de shit, je pleure. Moi, tu sais, je me tiens, qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois? Je peux plus, voilà, je sais pas si toi ça te fait ça? Ah, moi, ça fait 30 ans que je suis abstinent de tout produit, donc ça m'est passé, c'est très loin. Tu vas pas en Hollande? Tu vas plus? Non? Si, on est passé l'autre fois pour visiter les Il va moulins pour le hollandais, fromage maintenant. Ouais, tu m'en ouais. mais Mais pas pour les mauvaises raisons. ouais. Après moi, je voulais beaucoup un format jeune aussi, parce que je combats des choses qui touchent beaucoup les jeunes comme, la consommation de stupéfiants, mais on en fait état il y a Mitterrand. Parce que la consommation de stupéfiants, c'est ce qui amène au trafic de stupéfiants aussi, on dirait Ah, c'est lié. Et du fait, après, je combats le paroxysme de la violence qu'est le terrorisme, mais ouais. pas à des buts lucratifs ou quoi, c'est juste pour mon fils. Après, c'est vrai que je voulais faire un format jeune parce que c'est beaucoup les jeunes qui tombent dans le stup et dans les histoires de règlement de compte dans lesquelles j'ai été mêlé aussi dans ma vie. Et puis aussi dans l'embrigadement, c'est beaucoup des jeunes aussi. C'est pour ça que j'ai fait un manuscrit à 300 pages. Après, j'ai dit, un adolescent ou un jeune majeur, quand ils voient un livre à 300-400 pages, moi, j'aime bien lire, j'ai l'amour du bouquin. Je vais pouvoir lire un livre facile comme le format de Yannick Deland. Mais dans ce que je combattais, moi, j'ai voulu faire un format jeune. Et c'est pour ça que j'ai fait appel aussi à un mangaka qui s'appelle Elio Nicoletti, à qui je passe un grand bonjour, alias Poisson Labo, qui a fait quand même Dragon Ball Z, version française, Vite les chips, Jean-Marc, c'est pas le moment. Tout à l'heure, les chips, frérot. En plus, t'es sportif, t'as une ligne à Los Angeles, maintenir. c'est popcorn. Et du fait, ce mangaka-là, il m'a fait le cadeau le jour de l'anniversaire de mon fils de ses 4 ans ou 5 ans, de faire la couverture de mon livre vraiment, vraiment gratuitement à titre symbolique. Et vraiment, dans le livre, on rencontre des gens magnifiques, que ce soit comme vous, même des éditeurs très humains, il y a de tout, des illustrateurs. Et, euh, et voilà, c'est un moyen je pense que le livre, il combat tout. Quand même des humains ou des institutions, ils lâchent l'affaire sur certains sujets, ou d'ailleurs, les sujets sont divers et variés, ils méritent d'être traités ici. Et du fait, le livre, il a cette force-là, il est intemporel, il traverse les temps et les frontières, et c'est magnifique. En tout cas, et je passe la parole à Jennifer.
Alors le livre, Malika généalogie d'un crime policier, il m'a fallu 12 ans pour l'écrire parce que j'avais 12. ouais, 12 ans parce que, bah, j'avais les archives de ma grand-mère, mais il fallait tout vérifier. Donc j'ai dû interroger, les voisins de la cité des Grous, de Fresnes. En fait, je fais ma détective privée pendant, ouais, une douzaine d'années. Je suis même allée en Algérie. Bah, c'était primordial, en fait, pour moi et c'était très important de que ce livre, sorte. Comme j'ai dit, c'est pour établir, la vérité dans l'affaire de ma tante et puis, bah, ce livre, il est sorti quand mon fils est né et justement, il fallait que mon fils, sache la vérité sur la famille, en fait, parce que moi, j'ai grandi à la DAS. Je me suis autodétruit aussi malheureusement, bah, avec les drogues, parce que de pas savoir d'où l'on vient, Lesquelles drogues? le shit, Ah, voilà. drogue douce. Ouais, drogue douce, voilà. J'ai eu quand même des limites, mais bah, je me suis détruit pendant moins 10 ans. Aujourd'hui, j'ai 2 trous dans les poumons, donc Oh. ça m'a calmée, mais bah, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, en fait. Dans mon livre, je parle aussi de l'histoire de ma tante violence policière, mais d'autres, sujets, famille d'accueil, prison, Prison? les Tu fait de la prison aussi? non, j'ai pas fait de la prison, bah, la plupart de ma famille a fait de la prison. D'accord. Mmh. Ma mère qui était enceinte de moi et mon oncle, Nasser qui a passé, 18 ans, voire 20 ans, en prison. Donc c'était important d'expliquer les Juste là-dessus, pour cette question de prison, moi j'ai pas fait de prison, mais voilà, j'ai failli, hein. Mais je Vers chez moi, il disait, «Si tu as pas été, tu es» évidemment, les gens en prison, ouais. C'était un truc, il y avait fallait tout ce qu'il y a pour avoir. Mais attendant, s'il vous plaît, oui, mmh. la prison? Attention, je coupe des fois, hein, des fois je Ouais, c'était la prison de la santé, voilà, Fleury-Mérogis. tu as fait ça combien de temps? Moi, j'ai pas fait ça, mais c'était Ta mon oncle. famille, ouais. Voilà. Mais qu'est-ce que ça fait de faire autant d'années de prison et de sortir? De dire, Bah, dans tous les cas, ça laisse des séquelles puisque, on voit déjà avec un mois de confinement lorsqu'il y a eu le covid, beaucoup de personnes ont été voir les psychologues derrière parce qu'ils n'arrivaient pas à supporter, en sachant que pendant ce mois de confinement, ils étaient chez eux, donc ils avaient, tout le confort qu'ils ont habituellement chez eux, ce qu'on n'a pas quand on arrive en prison. Donc forcément, il y a des séquelles. Après, enfin, il m'est difficile de répondre pour les autres parce que j'ai eu cette chance, c'est d'avoir, décidé de travailler sur moi-même et j'ai fait à peu près 15 ans de thérapie. Donc j'ai pu dépasser énormément de séquelles que j'aurais pu garder. Mais quand même, quand je suis sorti après mes 22 années, au départ, c'était, je me réveillais à peu près, 10 ou 20 fois toutes les nuits parce que, bah, en prison, on m'allumait la lumière régulièrement la nuit, on tapait à la porte pour être sûr que je sois bien là, il fallait que je lève la main. C'était, la difficulté, bah, à reprendre les transports en commun, aller là où il y avait de la foule, ou alors même aller dans des endroits où je me sentais trop oppressé. Et la difficulté aussi, à ce qu'on me dise ce que j'ai à faire une fois dehors, puisque, quand on est en prison, on est un automate et c'est toujours les surveillants qui vous disent ce que vous devez faire, ce que vous avez le droit de faire. Donc, quand vous reprenez votre liberté, voilà, c'est des choses que vous avez, avec lesquelles vous avez énormément de mal. Donc c'est un grand travail sur soi, à travers son couple, à travers sa famille, à travers, son quotidien. Après moi, j'ai fait 10 ans de prison aussi. J'en suis pas du tout fier et d'ailleurs, j'en parle dans le livre et ce qui m'a mis, on va dire, qui m'a fait réveiller, bah, déjà moi, en fait, j'ai un parcours atypique, j'ai 3 balles dans le corps, j'en parle dans le livre. J'ai été auteur parfois de règlements de compte et quand on est auteur, bah, on les armes, elles peuvent se retourner contre nous aussi. J'ai survécu, bah, déjà, c'est miraculeux parce que mon agresseur m'a mis 3 balles dans le corps, 4 balles et j'en ai toujours 3 dans le corps et je l'ai frappé, il m'a ramené à l'hôpital. Déjà, c'est assez atypique. ce mec-là, Ahmed, hein, il s'appelle Non, c'est dans le livre, ça s'appelle Kader. Kader. Ouais Ah oui, Kader, et qu'est-ce qu'il devient lui? ouais, je crois Ah si, il a c'est celui qui déménagé t'a ramené de en ouais, ouais, voiture. ouais, ouais, C'est ouais, comment il s'appelle? Kader, ouais, C'est dans ce le livre OK. et ouais, il a déménagé de Dreux, moi j'habite toujours à Dreux, tout ça. Bon, après lui, il pense que je suis toujours dans une démarche de surenchère de la violence alors que j'ai totalement changé. En fait, après, en vient, j'étais beaucoup dans fan de d'armes à feu.
tout ce qui est Mais tu armes de vu ça poing. où, les armes à feu à la télé? Ouais, bah, après, c'est la réalité, elle dépasse la fiction. Ils étaient en vente aux États-Unis, Non, 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 ça, c'est le marché noir. Mais Mmh. du fait en fait, cette personne-là, elle m'a tiré dessus déjà, parce qu'à la base, j'étais auteur d'un homicide à seulement 15 ans, lié aussi au trafic de stupéfiants et tout ça. La délinquance juvénile, mais quand même hardcore, parce que je passe aux assises à 16 ans. Et du fait, sachant mon passif, ce mec-là, il me tire dessus du fait, moi je survis à ça. J'étais en formation, à l'époque, je travaillais à Conforama et du fait, je vais devenir un passionné d'armes à feu. Je vais m'acheter toutes les armes à feu que j'ai vues à la télé qui me font rêver, que ce soit 9 mm, 357, 44, tout ça. Et Maintenant, en tu en rêves et en vrai, maintenant, tu en rêves toujours? Non, c'est fini. non, ça y est, j'ai arrêté. Maintenant, l'arme, c'est le bouquin. Le savoir est une arme. Mmh. Et du fait, ma mère un jour, elle va en avoir marre de trouver des armes à feu chez moi, tout ça, ou de la drogue ou de l'argent. Elle va me dire à chaque fois, «Arrête de ramener ça chez moi, sinon je vais les donner à la police», tout ça. Mais en fait, elle faisait jamais Là, ça. on est Déjà, en j'y quelle croyais année, là? pas. Là, on est en 2013-2014, je crois. Et en vrai, je le dis dans le livre que tu as lu, ce qui va me sauver aussi, c'est que en fait, comme ma mère, comme la majorité des mamans ou des parents qui ont des enfants qui sont dans ce milieu-là, elle accepte pas en vrai le milieu dans lequel je suis. Et elle va donner, un calibre 12 et un sac de munitions à la police. Et en vrai, je vais prendre 1 an pour ça. Et les 6 premiers mois, je vais pas parler avec ma mère. Et au bout de 6 mois, en vrai, je vais par le biais d'un converti qui va me sensibiliser à l'islam, il va me dire: «En vrai, mais ta mère, elle t'aime de fou». Parce Tu qu'elle quel a âge? j'avais, ouais, la vingtaine. Maintenant, j'ai 37 ans, bientôt 38. Et du fait, je vais avoir une autre vision du fait de ce qu'elle a fait ma mère, que en fait, c'est un acte d'amour de fou, qu'elle a préféré que j'aille en prison pour détention d'armes plutôt qu'assassinat, parce qu'elle savait que la personne auparavant qui m'avait loupé, bah, je comptais pas le louper, quoi. Parce que j'avais perdu mon travail, j'avais perdu pas mal de ma santé, dans cette histoire-là. J'ai perdu une trentaine de kilos, j'étais sous morphine, On c'était va écouter un peu Sias, on va facile. revenir sur toi. Parle-nous de ton histoire, de pourquoi, Ronaldo, il t'a fait quoi? Bah, en fait, comment dire? Déjà à la base, je suis fan de football. J'ai pratiqué, le foot, durant toute ma jeunesse, de l'âge j'ai commencé à 12 ans et j'ai joué jusqu'à l'âge de 27 ans au football. Donc déjà, ma passion pour le football m'a poussé, à écrire sur ce sujet. C'est mon deuxième livre. Mon premier c'était une histoire un peu plus personnelle. Ça parlait de ma conversion, à la religion musulmane et le deuxième donc c'est un sujet qui est totalement, différent. Ça parle, de football et ça raconte aussi, une histoire sociale, en fait. Parce que le personnage principal, Isaac, il vit seul avec sa mère, dans un HLM, dans la banlieue de Tours et Ouais, Tours est pas mal. tu Ouais, connais un peu Tours? ouais, c'est pas mal, c'est pas Châteaudun à côté, là, derrière. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Ils le sont perdus la tête. Donc ouais, bah, la prison est trop près. Non, non, en je fait, rigole. ce qui va se passer, avec, l'histoire d'Isaac, c'est qu'en fait, il a sa bande, dans le quartier et ils écoutent du rap, toute la journée, ils sont sur des chaises pliantes, ils refont le monde, mais surtout, ils font du business. Mmh. Heu, voilà, ils sont jeunes, ils sont adolescents, mais ils ont déjà faim, ils ont besoin d'argent. Donc le seul, moyen qu'ils ont trouvé, c'est, bah, de vendre de la drogue et ils vont se déscolariser assez rapidement. Il y en a certains dans la bande qui vont aller à l'école encore, mais lui, Isaac, pour lui, c'est pas utile l'école, en fait, et c'est des choses qui arrivent à beaucoup de jeunes, en fait. Ouais, ça c'est dans le livre, en fait. Je deviendrai comme Cristiano Ronaldo. Comment ils arrivent au foot? Bah, en fait, le personnage principal, Isaac, il va lui arriver un problème, bah, justement dû à cette vente de stupéfiants. On peut s'imaginer les problèmes qu'il va rencontrer. J'ai pas envie de trop spoiler non plus, mais en fait, comme il a cette passion pour le football et pour son idole qui est Cristiano Ronaldo,
il va se dire, je veux devenir comme lui. Et en fait, c'est cette passion qui va lui sauver la vie et qui va l'empêcher de tomber dans la délinquance. Ouais, bien Parce sûr, que s'il aurait pas cette passion pour le football, il serait complètement perdu, en fait. Et c'est vrai. ça arrive à plein de jeunes, en Mmh. fait, qui, comme nous, avons grandi dans des quartiers, on se rattache, en fait. Mmh. Il y en a, certains, ça va être la musique, d'autres, ça va être le football, d'autres, ça va être l'écriture, et d'autres, ça va être les études. Mais l'écriture, tu te rattaches il se rattache à l'écriture dans son quartier, il a quel âge? Bah là, il est adolescent, il a 15 ans. Il va où lire? Parce qu'un livre, ça coûte cher, peut-être il est pauvre? Bah, en fait, lui, Comment il sa fait? passion, c'est le football, en fait. Il va se il aime le football depuis toute sa Oui, jeunesse. mais comme, il dit qu'il lit, il lit des bouquins, Bah, ouais, il lit des bouquins aussi. mais Mais en ceux de fait, l'école ou ceux de la bibliothèque d'en face à bah, côté, il tu va vois? plus lire des bouquins sur son idole qui est Cristiano Ronaldo, en fait. Mais où il va les lire? Bah, il les lit chez Mais lui. comment il fait pour les acheter? Bah, Chez lui? voilà, en fait, c'est un livre qui parle, du fait que le personnage principal, en fait, il a une passion pour le football et il va essayer d'aller, jusqu'au bout de sa passion, en fait. Ouais, Donc, en fait, ça parle d'un drame social à la base qui est, les jeunes qui vendent des stupéfiants, mais qui au final, va bien se terminer parce qu'il aura une grande passion pour le football qui va lui sauver la vie. OK, je comprends. Donc, c'est une histoire très intéressante que je vous invite à découvrir. Tout à l'heure, Malika, tu disais qu'une grande partie de ta famille, est passée par la prison, est-ce que tu peux préciser ce qui a amené à cette, situation de toute la famille? Oui, tout à fait. Ben, l'affaire de Malika, c'était en 73. En 74, mon grand-père décède. Donc du coup, tous les enfants, il reste 6 enfants, vont à l'aide sociale à l'enfance. Donc déjà, ma grand-mère, elle a perdu sa petite dernière, mais elle perd tous ses enfants. Et après, en fait, il y a la guerre un peu entre la gendarmerie de Fresnes et ma famille. Donc bah, voilà, c'est la dégringolade, disons. Donc la plupart de ma famille, part en prison pour, trafic de drogue, vol, et cetera. Et voilà, et comme je dis, bah, mon oncle, il a passé des années en prison. Ma mère enceinte de moi, bah, elle était en prison. Tu né Les en prison, c'est ça? J'ai failli naître en prison, ouais. Un mois d'intervalle, voilà. Et après quand je suis née en 92, et en 94, ma mère est retournée en prison et elle est ressortie 3 jours après, elle est morte. Donc mais pour dire, quand il y a une affaire, de violence policière, après en fait, tout de suite, la gendarmerie a dit que c'était mon grand-père qui avait tapé la petite. Et en fait, le préfet de police a dit que fallait pas salir, la gendarmerie. De toute façon, il y aurait des représailles, et en effet, il y aurait des représailles parce que du coup, ma famille, bah, a été persécutée, hein. C'est réellement persécutée parce qu'il y a eu l'aide sociale à l'enfance, il y a eu des perquisitions, des années de prison. Moi, par exemple, j'ai pas vécu avec ma mère. Voilà, beaucoup de répercussions. Même, tu racontes que, le frère jumeau de ta tante, qui se fait tuer par la police, 1 an après ou quelque Oui, temps après, je sais tout à plus. fait. C'est, Mmh. donc il avait aussi 8 9 ans. Il s'est Ouais. fait, lui aussi, heu Mustapha, bah, il était à la Cité d'Écrou en train de faire un tour en vélo, et les gendarmes l'ont reconnu. Et «Yézid, où tu volé ce vélo?» Et ils l'ont tapé. ouais, Mmh. Quelle année? Bah, 74, ouais. On est en heu, Provence. Non, on est au Crou, on est au Ah oui. Val-de-Marne. Ouais, non, non, 94 là? Ouais. Ouais, tu mauvais, moi. Pour ça, j'ai pas voulu déménager. Non, je rigole. OK, toujours, on va continuer sur, notre lancée. On va finir non, je sais pas où.
combien de minutes on a? Il nous reste aussi, on est bien là, On je va pense. continuer. Ouais, on va continuer. Heu, pour revenir à Yannick Deslandes, après je fais le tour comme ça. Ça te fait quoi maintenant de dire que avant j'ai fait des bêtises, des conneries, ceci, voilà, j'ai pris pour, sorti, j'ai compris. Ça t'a donné de la réflexion dans la tête. Gamberger, je pense, ça gamberge en prison, hein? Je pense que oui, ça. Voilà, l'écriture aussi peut vous a aidé aussi là-bas, je pense. Après, je pense qu'il y a des auteurs qui sont inspirants. Moi, pour moi, ce que j'appellerais mes mentors, ça a été un peu même beaucoup, le prêtre Guy Gilbert, le prêtre des Loupards, qui est connu, hein. Ouais, ouais, Tu sais, celui qui mettait des pins, avec sur les ses grands vestes en fermoirs. cuir, ouais, ouais, très gentil. D'ailleurs, je suis en contact avec lui, je vais lui envoyer mon livre où je le mentionne. Et le livre, c'est vivant, il y a une morale, il y a des trucs, qui sont véhiculés, qui sont incroyables et j'ai lu, des enfants y entrent et des fauves en sortent. Après moi, j'ai connu la prison tôt aussi, je passais du lycée, heu, je à Bois d'Arcy et la cour d'assises. Je pense que c'est le point commun qu'il y a aussi avec Yannick Deslandes qui a connu la prison tôt et du fait, le bouquin, c'est le truc où même quand tu es au mitard, ou tu es en, la prison dans la prison, tu as accès. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la gamelle et ils mettaient des livres, je sais pas si tu as connu ça à l'époque, où ils mettaient, des bouquins et ça te permet de voir des trajectoires de vie peut-être, plus tragiques que la tienne ou des morales hautes et le fait d'avoir lu ces gens-là, bah, c'est des ça fait du bien. Ça fait du bien et puis tu vois que le mec, il a vécu des trucs incroyables et qu'il a été poussé par sa foi, évangélique et chrétienne et c'est tout à son honneur et que après tu lis des mecs comme ça, tu es contre le blasphème de toutes sortes de religions, que tu le veuilles ou non, puisqu'il a sauvé quand même pas mal de jeunes par le biais des animaux. Il a donné ses droits d'auteur au Centre Faucon et ça c'est un projet de vie que j'aimerais bien faire, surtout, dans mon pays d'origine, faire un centre pour les mineurs mais c'est magnifique le livre, il transcende toute forme d'injustice et il traverse les temps et les frontières. C'est ça qui est magnifique. Et et d'ailleurs, est-ce que, quand vous écrivez, vous visez aussi le lectorat des prisonniers ou ou pas particulièrement? Par exemple, vous qui enfin, toi, par exemple, tu dis que tu as lu en prison. Est-ce que, ça te Ouais, tu ouais. dis que Ouais, mais ça touche tout le monde. Moi, j'ai eu dans mon lectorat, il y a des instituteurs, il y a des stylistes, des videurs de boîtes de nuit, il y a de tout. ouais, Et la mauvaise news que j'ai eue depuis que mon livre il est sorti, c'est carrément même, à Condé-sur-Sarthe, je crois, il a été refusé mon livre, dans un sac de linge de parloir. Alors que les livres, ah ouais, ouais, c'est incroyable. Alors que mon livre, il combat la délinquance le paroxysme de la violence qui est le terrorisme. Et d'ailleurs, on sait qu'en détention, ouais, ça c'est peut très être facile, il y a une situation qui fait que c'est propice à ce développement d'idéologie, malheureusement, mais on s'arrête pas à ça. Je sais qu'un jour, s'il n'est pas rentré dans cette prison-là, pour ce détenu-là, il rentrera ailleurs, mais c'est un peu dommage que des gens, ouais, qu'il n'y ait bloquent. pas accès, ouais, c'est sûr. Ouais. Hem, pour parler du changement, en fait, il faut que j'explique que ma vie, elle a pris de multiples directions au fil des rencontres que j'ai pu faire. Au départ, c'était la violence familiale. À l'âge de 6 ans, je traînais dehors jusqu'à 22 heures dans le quartier de Barbès. Très rapidement, j'étais placé dans les foyers de l'ASE pendant 6 ans, chose que je n'ai jamais acceptée parce que j'avais l'impression d'être puni pour des fautes qui ne m'appartenaient pas. Les foyers de l'ASE, bah, forcément, les rencontres, les premiers délits, qui m'ont conduit en prison à l'âge de 16 ans. J'ai consommé plein de drogue à cette époque-là et puis, vers l'âge de 18-19 ans, j'en avais marre, j'ai dit: «Ma vie, faut qu'elle change». Donc j'ai pris un sac de linge et je suis parti de Paris, je suis parti à La Rochelle et là, je me suis lancé dans le trafic de stupéfiants, sans consommer. 2-3 années après, j'étais incarcéré pour, 4 kilogrammes de cannabis, une arme à feu et des faux billets. Donc, en prison, tout se sait, tout le monde se connaît très vite. Donne envie.
Non, surtout pas, surtout pas. Et en fait, j'étais approché rapidement par des gens qui étaient de 20 ans mes aînés, qui étaient dans le trafic international depuis longtemps. On a noué contact, de toute façon, c'est ce qui se passe toujours en prison, on se fait un carnet d'adresses et le jour où on ressort, bah, on ouvre ce carnet d'adresses et on monte d'échelon. Et donc là, je me suis engagé dans le trafic international, pendant quelques années, puis pas qu'en Hollande, en Espagne, en France, en Belgique, un peu partout. Et très rapidement, j'ai été condamné à 17 ans et 8 mois de prison pour trafic, de stupéfiants international. Quelle année? La condamnation, c'était en 2000, on s'est fait arrêter en 2006, la condamnation, elle est tombée en 2009. Mmh. Avant que les condamnations tombent, je suis tombé sur un juge d'instruction, qui avait décidé de me briser. Il a retiré tous mes permis de visite le jour de la naissance de mon fils. J'étais mis à l'isolement. Tous mes courriers étaient systématiquement saisis. J'ai jamais cessé d'écrire puisque le temps que j'écrivais à mes proches, c'est du temps que j'étais avec eux, même si je pouvais pas avoir de réponse et même si je savais que mes courriers leur parviendraient pas. Heu, En fait, l'arme que j'ai eue pour me battre, ça a été le stylo, sinon ma vie serait certainement arrêtée à ce moment-là et jusqu'au jour où, j'ai pu faire, valoir que le juge avait établi un faux en écriture et j'ai été libéré provisoirement. Je me suis mis en cavale, j'étais arrêté en Espagne 1 an et demi après et c'est là que toutes les condamnations sont tombées. J'ai repris la thérapie, j'ai repris, des cours par correspondance et j'ai voulu, travailler sur moi-même parce que j'avais été trahi par mes plus grands associés, des associés de longue date. J'avais été balancé, j'avais été volé et je me suis dit: «Cette vie-là, elle est pas pour moi». Je me suis trompé de vie. Donc je me suis reconstruit et voilà et puis, au bout d'un certain temps, donc je suis sorti, au bout d'une dizaine d'années. J'ai fait un premier essai pour m'en sortir. Est-ce que on est bien, on est tranquille, ça va? Ouais, Et tranquille, non, bien? pépère. Ouais, ça va. L'important, c'est qu'on arrive à sortir. Dark Hutch, Dark Hutch. Et je suis sorti, voilà, j'ai eu 2 ans d'expérience, d'une vie complètement différente, mais j'avais pas coupé les ponts avec tous mes amis, parce que j'avais besoin de temps en temps de me ressourcer, même si je ne faisais plus rien d'illégal. Ça m'a conduit à retourner en prison pour, 2 ans, donc là où j'ai écrit mon autobiographie et là, par contre, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, c'est que j'ai rencontré, des gens qui m'ont tendu la main. Un visiteur de prison qui est devenu mon ami. J'ai rencontré une CPIP, donc une conseillère d'insertion et de probation qui a vraiment cru en moi, qui m'a suivi et avec qui je suis ami aujourd'hui. J'ai rencontré une directrice de prison qui a été la première à lire et à corriger mon autobiographie. J'ai rencontré mon épouse qui est, mon pilier dans la vie. Heu et voilà, ma vie a pris une autre direction et quand je suis sorti, que j'ai pu publier mon autobiographie, j'ai au départ créé les réseaux sociaux, bah, pour faire connaître mon histoire et très rapidement, je me suis rendu compte que mes 22 années Juste, pouvaient je servir te à coupe, beaucoup je de te monde. coupe. Ton inspiration, elle vient d'où? Quand tu L'aspiration à quand écrire? ouais, quand moi j'écris aussi, mais c'est vrai que d'aller voir ailleurs, s'expatrier, faire des Non, ouais, ça c'est vrai, permet de revenir, non? c'est vrai qu'à ton niveau, quand tu entends parler de GoFast ou d'Espagne, tout ça, ça paraît gros, mais en vrai, je pense qu'on a des similitudes malgré qu'on même moi, je suis rentré dans le sud, dans la province, je suis même pas rentré sur Dreux, alors que Dreux, c'est un centre névralgique du trafic, surtout cannabis, puisqu'on a une grosse communauté du Rif et en vrai, je pense que le point commun qu'il y a, c'est le sentiment d'abandon, mais moi, je l'ai vécu par rapport à un truc anodin, c'est qu'en vrai, dans les années 90, nous, surtout la diaspora algérienne, on n'a pas connu, notre pays, beaucoup par rapport au terrorisme qui se passait et en vrai, quand cette page-là, elle se tourne, en 2002, par des causes qui sont dissociées de mes parents, je peux pas aller en Algérie, eux, ils y vont et moi, je finis en Normandie et je rentre dans le stup et la source d'inspiration, la mauvaise, de tomber, de basculer dans le stup et en vrai, le GoFast, ça paraît gros, ça il y a des films qui portent ce nom, GoFast, waouh, c'est incroyable, mais en vrai, un GoFast, moi, j'étais détaillant au début et mon fournisseur, il me dit: «Il y a plus, le premier faut qu'on va dans le 78, tu es prêt à conduire?» Ouais, tu conduis, tu sais conduire comme tout le monde. Et en vrai, tu mets un pied dedans, tu fais que d'un département à l'autre et après, la prochaine mission, on peut te dire, ça peut être normal, Hollanda, ou Espagne. C'est comme ça que crescendo, on peut monter dans un échelon qui est beaucoup, Non, revenir quand tu dire. Là, tu me parles, j'ai compris, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est quand tu écris, quand tu as commencé à écrire. Des fois, on dit la page blanche. Tu sais pas qui, voilà, voilà, syndrome de la page blanche. voilà. Ça, tout le monde l'a eu, non? Je pense. Non, moi je l'ai pas eu.
Moi, je l'ai pas eu, pourquoi? Parce que déjà, je dans mon entourage, tout le monde me disait: «Ta vie, c'est un film, ta vie, c'est un film». À la fin, j'ai dit: «Bah, je vais pas faire un film, parce que je suis pas producteur, mais un livre, je vais le faire» et c'est un challenge, c'est un truc aussi pour, de dans devoir de témoigner des choses qui sont fortes, qui sont et puis de faire, montrer une perspective aux plus jeunes et aux gens qui sont encore dans ça. Pour revenir à l'histoire, parce que nos vies, c'est tous des vies vécues. Et maintenant, si je te dis le syndrome de la page blanche, moi, je pense pas que ce soit bien. Moi, j'ai eu le syndrome de la page blanche. Pourquoi? Mais ton livre, c'est vécu, tu la connais par cœur, ton histoire. Ouais, mais je l'ai eu, bah, par rapport, au chapitre de mon fils. Voilà, le dernier chapitre, syndrome qu'est-ce que j'écris? Qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je veux lui transmettre? Voilà et en fait, j'ai dû réfléchir, ben, tous mes souvenirs de gosse pour avoir l'inspiration et pour pas que mon fils fasse les mêmes bêtises que moi. Mais il m'a fallu au moins 5 mois. Et la manière de tourner les choses aussi. Tu parles par rapport au syndrome de la page blanche? Bah, je pense que tout écrivain, doit traverser cela à un moment donné parce que enfin, c'est mon avis, en fait, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on sait plus comment dire les choses. Enfin, moi, ça m'est arrivé. Heu, je veux exprimer des choses, mais l'écriture, en fait, elle vient pas, en fait. Les idées ne viennent pas. Donc à ce moment-là, en fait, ça peut durer, bah, en ce moment, en fait, je traverse cette période, en fait. Là, ça fait une semaine, que j'essaye d'écrire, mon troisième ouvrage et en fait, je bloque parce que j'ai plus, d'idées et c'est une période terrible parce qu'on se demande, quand est-ce qu'on va pouvoir retrouver l'inspiration et un écrivain qui manque d'inspiration, bah, il commence à être malheureux, en fait, parce que l'inspiration, c'est la base, en fait, du métier d'écrivain. Voilà, donc après, j'essaye de, bah, Mais de est-ce que passer à d'autres act ouais. l'inspiration, est-ce qu'elle est, elle est méchante, gentille? Est-ce que tu vois, on peut avoir mélanger, avoir 2 des asp ouais, mais comment tu vois là, tu es chez toi, tu rentres, il y a tu sais pas quoi écrire. Tu sais, voilà, une semaine, ça dure, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un tour, prends un avion, tu reviens, tu vas dans ta cité? Bah, déjà, moi, j'habite plus dans la cité, tu vois? Oui, oui. Mais après, comment dire? En fait, je pense qu'il faut s'inspirer de, bah, de ce qu'on observe, en fait. On peut sortir, dans des endroits, de nature, pour essayer de s'extérioriser un petit peu ou sinon, regarder des films, ou sinon écouter de la musique, et développer son imagination, de cette façon. Moi, ça a été très Écoute, différent Yannick, puisque, j'ai eu le syndrome de la page blanche toute ma vie, quand j'étais à l'école ou dans mes cours par correspondance. Dès que j'étais devant une page blanche, j'étais incapable d'écrire le premier mot. Alors que quand j'ai écrit mon autobiographie, c'était totalement différent. Déjà, c'est une autobiographie, donc c'était mon vécu, mon propre vécu. Donc j'avais juste à fermer les yeux, à me replonger, dans la vie que j'ai eue et à la coucher sur papier et ça et je pense que j'avais tellement gros sur la patate, j'avais tellement, besoin de ce partage, hem, que ça coulait tout seul, en fait. mmh, Vraiment tous les jours, je me remettais dessus, je lisais la dernière page et ça y est, c'était reparti. Vraiment, j'ai pas du tout eu le syndrome, en tout cas pendant l'écriture de ce livre. tu vois, quand je te dis au début, tu étais dans les détails parce que ton livre, il a quand même 350 pages, tu as mis tes tripes, je pense. Parce que toi, 450 au départ. ouah, il reste 150, 100 On a 100 condensé 100 un 100 peu. ouais. C'est du boulot, c'est parce que tu as eu une hygiène de vie, une façon de voir les choses, de t'enfermer dans un studio, comme un chanteur, il rentre chez lui, ou dans le studio, bon, ouais, c'est ça, hein. Mais Mmh. après, ouais, nous, il y a pas de studio, par exemple, ici. L'Asie. Non, je mais bon. Après moi, j'avais pas de studio, j'étais dans ma cellule, donc du temps, j'en avais et pour moi, enfin voilà, j'avais vraiment besoin de revivre ma vie pour, finalement faire le tri, me rendre compte, qu'est-ce qui a été important finalement, qu'est-ce qui l'a moins été et bah, quelle direction aussi j'ai envie de que ma vie elle prenne aujourd'hui.
Donc j'avais vraiment besoin de faire ce travail sur moi-même, Ça t'a pour avancer. apporté de une autre façon de voir les choses. Quand tu lis, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça a été une véritable introspection de toute façon, oui. Mmh. Mais j'avais besoin de ça. Donc, toi tu écris dans un processus, de recherche de justice aussi? Est-ce que, sans que ça aide, que l'histoire, se diffuse au moins, sans parler de tout de suite de justice, au moins qu'il y ait reconnaissance? Oui, j'écris pour qu'il y ait la reconnaissance. Après, ce serait bien aussi que nos politiciens lisent le livre, en fait, et ouvrent les yeux et pour ça qu'ils sachent qu'il y a vraiment des violences policières, ça existe réellement. Voilà, parce qu'il y a pas eu que ma tante, hein. Il y a des milliers de victimes et que les lois changent. Ouais, parce que, des politiciens, ouais, qui osent, nier carrément l'existence de violences policières avec ce genre d'histoire, paraît compliqué, ouais. Voilà, Bah, je sais que sur BFM, il y a un moment où on parle, de l'affaire de ma tante et on me traite de mythomane, comme quoi, l'histoire n'a jamais existé et que je devrais mourir comme ma tante, bah, giflée aussi. Donc, voilà, que je devrais mourir comme ma tante, être giflée aussi parce qu'on me traite de mythomane. Pourtant, j'ai tous les documents qui prouvent, le contraire. C'est le négationnisme inversé. c'est du négationnisme tout court, hein. C'est du négationnisme tout court, même du séparatisme inversé, en vrai. Ça Parce que Jennifer, c'est une citoyenne entière et c'est tout à son honneur le témoignage au niveau de la symbolique, le livre, c'est très symbolique aussi. C'est vrai que moi, j'ai du mal avec les mots bienveillance, résilient. Je sais pas, Toi, j'entends t'es ça. pas bienveillant, t'es pas Mmh. résilient, toi? Bah, je sais pourquoi je Toi, dis t'es un pas free résilient. fighter, t'es un fighter, toi, Voilà, ouais. tu vois? J'ai pas l'habitude de dire des mots parce que je les aime, on les a personnellement, on les a pas empruntés vraiment dans notre, langage. Mmh. Des belles mots comme un petit belle phrase. Nous, voilà, on en parle. Mais, pour dire moi, la bienveillance, moi, ça me rappelle Jacques Messrine. Non, pas toi? Toi, Jacques Messrine t'inspire bienveillance. Toi, t'es le seul mec au monde que Jacques Messrine t'inspire bienveillance. Non, pas toi, non? Bon après Jacques Messrine, c'était, un révolté. Donc, la bienveillance, c'est pas vraiment ça. La bienveillance, c'est vraiment, bah, quand tu essayes en tout cas d'aller vers les autres vraiment pour essayer, de leur apporter du mieux, pour leur apporter du bien. Jacques Messrine, lui, tout ce qui l'intéressait à l'époque, c'est de prendre de l'oseille, de prendre sa part et d'en profiter, quoi. Ouais. Non, la bienveillance, c'est quand même tout autre chose. Quand j'ai lu, je dis, j'ai pas lu tout ton livre, il y avait 350 pages, j'en ai lu, allez, 183 4, tu vois? Et je pouvais il est long, je t'ai dit, il était long, j'ai eu le temps j'ai lu les 2 et voilà. Bon, les histoires sont pas comparables. Je dis pas qu'on peut mettre un prix d'honneur pour celui-là, il a fait plus, l'autre il a fait moins. Non, on s'en fout. C'est la ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, quoi. Exact. Vous deviez le faire. Voilà, c'est pas le destin, je sais pas si c'est mécanique ou pas, mais voilà, quoi, il faut c'est fait, quoi. Maintenant, ouais, si je dis bienveillance, moi, je dis pas que Mesrine, c'était quelqu'un de bien, c'est pas bien ce qu'il a fait. Mais moi, c'était mon oncle. Personnellement, Tu l'appelles tonton Mérine. non, mais j'adorais, c'était moi, à l'âge de 18 ans, j'entendais bam bam bam, non, je sais plus en quelle année, c'était dans ma tête. J'entendais des balles siffler dans la tête. Je sortais de Oui, chez c'était moi, notre idole à tous, c'était, c'était pas ouais, et mais à quand il l'époque, est on n'était pas non plus les hommes qu'on est voilà, aujourd'hui. je pense que nous, on a tous un rapport dans cette histoire. Ouais, dans l'archétype du cinéma, c'est intéressant ce que tu dis, mais dans l'archétype du cinéma, que ça soit Tony Montana ou Jacques Mérine, parce qu'en vrai, on dit Mérine, on dit pas Miro Mesnil, comme il dit Vincent Cassel, mais en vrai, on nous a, nous, je pense qu'on est tous un peu cinéphiles ici, Ouais. aussi, c'est ce qui nous rejoint, aussi, Je sais avant le pas, tu livre. l'as vu Mesrine, son film? Bien sûr, j'ai vu les 2, Moi, j'ai j'ai vu pas vu. l'ancien et les 2 derniers Je vais volets voir s'il était alors de Vincent clairement. Cassel. Mais du fait, dans le film, il nous donne de la compassion envers des gangsters aussi. Que Mmh. ça soit Tony Montana qui est une fiction Ça t'aimait bien Tony ou Montana? ou Meron bah, ouais, quand on est dans le stup, on Tony Montana,
C'est il a foutu en l'air des vies dans la banlieue, tu as même pas idée. Bien sûr. Ah oui. C'est quoi pour toi? Bah, le problème, de tous ces personnages, de toutes leurs histoires, évidemment, ça a été nos idoles quand on était gamin parce qu'on était déjà, bah, des révoltés. On Et avait tellement quand tu étais dans ton business, est-ce que tu te sentais pour un Scarface? non, non, j'irai pas du tout Tu le jusque-là. faisais parce que tu avais besoin de choses que tu avais pas et tu as pu te les offrir. Mais après tu as augmenté dans ton business, tu voulais t'en faire plus. Bah, Moi, personnellement, j'ai rien contre, c'est très bien ton parcours, je l'ai lu. Mais je suis moi, je suis, métisse, vert et blanc et vert et noir. Mais le truc, c'est que nous, j'ai à peu près pas le similaire de ta vie, mais je pense que tu as eu tu vois, ce que je reproche à des années 70, c'est bien, hein, j'aime bien, hein. Mais après, tu c'est des hommes blancs, voilà, on peut pas se comparer, tu vois? Les petits jeunes, peut-être, ils arrivent à se comparer s'ils veulent faire Scarface ou autre, tu vois? Mais les blacks, nous, on n'a pas eu, Clint Eastwood, ouais, les blacks, ils ont pas eu, l'inspiration puisqu'on n'en avait pas. On a suivi, puis après voilà, c'était de modèle, tu vois? On n'avait pas comme aux États-Unis, c'est plus facile pour eux de t'exceller, de dire: «Mais un modèle, on pourrait faire ça et ça» non. Et bon, en attendant, je dis pas que tu as eu la facilité sur tes portes, sur tes lettres, tes demandes de lettres, à chaque fois que tu t'écris, tu sors, tu ressors, tu repars, mais c'est peut-être un piège aussi de l'effet de yin-yang, de revenir dehors et après repartir encore. Est-ce que ça te donne de est-ce que tu as retrouvé quelque chose que tu aimais bien en prison ou voilà, qui je sais pas? Vas-y Yannick, là. non, pas du tout. Bah, en fait, au départ, on est simplement des gamins et bah, en fait, quand on regarde la télé, quand on regarde autour de nous, les seules personnes de qui on parle, c'est toujours des personnes qui ont une situation qui ont de l'argent. Donc tout petit, déjà, on nous apprend, bah, que pour être quelqu'un, il faut avoir de l'argent. Et quand j'étais gamin et que je regardais autour de moi dans mon quartier de Barbès, les seuls exemples que j'avais, bah, c'était les trafiquants. Donc Ouais, les trafiquants, les braqueurs aussi à l'époque et donc je me suis engagé là-dedans, bah, parce que je pensais que c'était comme ça que je pouvais devenir quelqu'un. Hem Maintenant, avec toutes ces années et avec le recul surtout, j'espère juste que si un jour un gamin lit mon livre, qu'il ne retienne pas en fait ce qu'on a pu retenir nous enfants, des parcours de vie comme celle de Mesrine ou, de Scarface ou peu importe. Moi, c'est la fin que j'aimerais que les gamins retiennent, c'est que peu importe, aussi loin que tu vas, peu importe que tu tombes très, très bas, on est tous capables de changer, on est tous capables de se relever, de changer de vie. Parce que la vérité, elle est dans la nouvelle vie que j'ai aujourd'hui, pas dans celle que j'ai eue avant. Celle que j'ai eue avant, de toute façon, la seule issue, c'était la prison ou la mort. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai connu que la prison. Mais la seule fierté que j'ai, c'est d'avoir pu changer de vie, quoi. Et c'est ce que je souhaite à tous, en tout cas. mais oui, c'est de toute façon, si tu comprends pas vers la fin de ton parcours, à un moment donné, tu te dis: «Ouais, non, tu peux plus, il faut que tu arrêtes». Tu as envie d'une vie, normale, quoi, comme tout le monde. Maintenant, est-ce que maintenant dans tout ce vécu que vous avez eu, est-ce que comment vous vous ressentez maintenant en France? Alors moi, ça va être assez particulier puisque, après avoir créé les réseaux sociaux, je me suis rendu compte très vite, que beaucoup de gens avaient besoin de réponses et que mon expérience de vie, mon parcours de vie pouvait répondre à beaucoup d'interrogations qu'ils avaient. De fil en aiguille, je suis devenu intervenant en sensibilisation et prévention de la délinquance. Donc j'interviens auprès de mineurs, j'interviens en prison. Je suis retourné en prison pour la bonne cause. Je suis intervenu, vraiment de très nombreux publics et encore, la semaine dernière auprès de professionnels pour les sensibiliser à la réinsertion des détenus et depuis, 5 mois maintenant avec mon épouse, on a créé une association et on a financé la C'est quoi le création nom? C'est quoi le nom? Murmure et on a financé, la création d'une cellule mobile. Donc je vais sur toute la France en tractant derrière mon véhicule une cellule reconstituée à Je crois l'identique. que j'ai vu un rappeur aussi qui a fait ça, On je est sais on plus, est que 2 au monde à l'avoir fait. C'est pas un rappeur, c'est un mec du 95. ah voilà, ouais. 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 Mmh. Et donc du coup, voilà, bah, j'interviens dans toute la France, dans les quartiers prioritaires, dans les cités, auprès de professionnels, auprès de la PJJ, vraiment auprès de tout le monde, bah, pour sensibiliser à la réalité carcérale. Parce que j'en ai marre en fait d'entendre à la télé ou de voir sur les réseaux sociaux que la prison, c'est le Club Med, c'est tout sauf le Club Med. Ah ouais. Et en plus quand on dit ça, enfin quel message on fait passer aux gamins que finalement, bah, tu pas à avoir peur de la prison, si c'est le Club Med? Et quel message on fait passer aux victimes quand les victimes entendent que
finalement, on n'envoie pas les auteurs des faits en prison, mais les envoie dans des clubs med. Donc forcément, les gens ne peuvent pas être en raccord avec ça. Donc j'ai voulu prendre le contre-pied et montrer vraiment la réalité. Et systématiquement, tous les gens qui rentrent dans la cellule, quand ils ressortent, c'est waouh, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de bruit en prison. On s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de promiscuité, de manque d'intimité, dormir à côté du corps de quelqu'un d'autre donc qu'on n'a pas choisi. OK. Voilà. Pour Donc c'est pour en vraiment venir tout ce à qu'on a voulu montrer. mais en 2025, c'est bien, tu prêches, quelque chose de j'aime pas ces mots-là, positif, négatif, mais tu prêches quelque chose de bien, quoi et mais vu, 2025, comment réagit le peuple en ce moment, on a plus envie de revendications, de guerre, puisqu'on est tous en guerre, mine de rien. Maintenant, ça doit être encore plus dur d'infliger, de dire, ouais, à ces jeunes ou ces personnes comment, hein, puisqu'on est sur 2 pulsions qui sont, pas bonnes et une bonne. On n'arrive pas, c'est toujours comme ça. Bientôt on sera là, boum. C'est plus dur à prêcher, je pense. Bah, si j'étais éducateur de rue, ce serait plus dur, parce que j'aurais pas eu le parcours en tout cas qui puisse, dire aux jeunes: «Voilà, je suis passé par là». Moi, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai parlé avec des gamins ou même des adultes, hein, ou quand je vais en prison, du fait de mon parcours, j'ai un certain crédit quand je leur parle et quand je leur parle pas que de la prison. Je leur parle du trafic de stupéfiants, de ce qu'on leur dit pas. Un gamin, quand tu lui dis: «Bah, voilà, tu guetteur 4 heures par jour, tu prends 100 € par jour», le calcul 3 000 balles par mois, il est vite fait, il y a aucun boulot qui va me le donner. Sauf que quand tu leur expliques un jour ou l'autre il va y avoir une voiture de flic qui va passer que tu vas pas voir parce qu'elle sera banalisée, que ce sera pas celle que tu vois d'habitude et qu'il y aura de la marchandise de prix. Là, le mec qui te donne les 100 €, il va t'emmener dans la cave, va te mettre des baffes dans la gueule et tu vas travailler 12 heures par jour après pour rembourser ta dette. Et eux, ce qu'ils ont besoin, en fait, c'est d'être choqués avec ces réalités-là. Et à partir du moment où on est capable de leur faire passer les bons messages et de leur montrer tout ce qu'ils ignorent, en tout cas, que ce soit du trafic ou de la prison, pour certains, ça peut les faire changer. On n'est pas magicien, on ne pourra pas sauver tout le monde, mais on plante des graines, des petites graines. Ah Sur ouais. certains, ça prendra maintenant, sur d'autres un peu plus tard, sur d'autres jamais. Mais autant on pourra en sauver, bah, ça sera toujours ça de fait. Et est-ce que vous pour les 4 personnes, est-ce que vous pensez avoir écrit pour, bien sûr avertir d'un fait, d'une action, de plein de choses, mais, est-ce que notre lecture, notre façon d'écrire, elle est pas la même chose c'est pas la même chose que ceux d'ici? On a une manière crue de dire les choses. Est-ce que vous avez eu un public pour ou vous cherchez les 2, avoir, un public qui connaît pas la rue, qui veut rien, ou vraiment avoir un public, racailleux, quoi? Bah, moi, en ce qui me concerne, bah, mon livre, c'est un roman qui parle, de la rue, mais pas que. En fait, il s'exprime, pour tout le monde. C'est vrai qu'il a été écrit par un gars, des quartiers, parce que moi, j'ai grandi dans les quartiers populaires à Dreux, quartier Le Moulec et comment dire? J'ai aussi été, confronté au trafic de stupéfiants parce qu'il y avait un point de deal, dans l'appartement, enfin, c'est presque dans l'appartement, puis vu que c'était devant le bâtiment, de ma mère, en fait. Donc j'ai été confronté à ça durant, plusieurs années et donc il y avait des clients, qui venaient, prendre, leur dose, devant chez moi et moi je rentrais de l'école et j'assistais à ces scènes et et j'avais mes amis aussi qui dealaient aussi et des gens avec qui j'ai grandi. Dealer en Donc gros? bah, non, c'était plus, du trafic, de barrettes, Ah. ce genre de choses, quoi. Ah oui, en 80, Après, ouais. je m'y connais pas, spécialement, très, très bien, mais je sais que c'était plus, des petites, barrettes qui vendaient, quoi et en fait, quand je voyais ça, en fait, bah, je voulais pas, prendre ce chemin, en fait. Je voulais pas prendre ce chemin parce que, déjà, je voyais ma mère qui me disait tout le temps, «Essaye de ne pas prendre, le chemin, ce chemin-là parce que ça va te ramener en prison ou, tu vas peut-être, mourir, en essayant de faire ton business». Donc, parce qu'il y a des problèmes, il y a des règlements de compte, il y a pas mal de choses comme ça et en fait, ce livre, que j'ai écrit, il est là plus pour, sensibiliser, les jeunes et leur dire, voilà, il y a d'autres moyens en fait, de réussir quand vous venez des quartiers, populaires. Même si, la facilité c'est, bah, de vendre, des stupéfiants, vous pouvez réussir en étant patient
et en trouvant, une passion, dans la vie. Donc en fait, Isaac, lui, c'est le football. Dès qu'il va sortir de prison, voilà, il va se mettre à fond dans le foot, en fait. Parce qu'il a que ça, en fait. Quand tu viens d'un quartier, populaire, t'as pas grand-chose. T'as pas les moyens, t'as pas les personnes pour t'accompagner. Souvent, tu es isolé. Moi, je sais que quand je jouais au football, il y avait une équipe A et une équipe B. J'étais en -15 et en fait, l'équipe A, c'était ceux qui avaient les moyens, les parents qui avaient les moyens d'emmener, leurs enfants le week-end, dans des villes différentes pour aller jouer. Et nous, on se retrouvait en équipe B parce que nos parents, ils avaient pas les moyens de nous Ah faire ouais, d'accord. déplacer. Ah et mais comment? Mais alors, si l'équipe A était plus forte un jour, qui gagnait un match, ils allaient prendre plus l'équipe B, non? Bah, il y avait des joueurs qui étaient très talentueux dans l'équipe B, mais comme, les parents avaient pas les moyens, forcément, de les amener en déplacement, et ben, ils restaient dans l'équipe B, donc ça les limitait. Donc c'est des petites choses comme ça, en fait, qui créent un sentiment d'injustice. On se dit, voilà, je viens d'en bas et pour accéder à quelque chose, en fait, je vais devoir faire 2 fois plus d'efforts En bas, que quelqu'un de normal. en bas en haut, frustration. Ah, En bas en haut, c'est une chanson. Une chanson? ouais, Yannick, ces soirées-là. En haut, en bas. Je pense que c'est important de faire passer des messages, d'espoir aux jeunes parce que moi, je sais que j'ai beaucoup été déprimé, en fait, du fait de ma situation quand j'étais adolescent. Parce que, comment dire, quand, la maman, travaille, juste pour nourrir le frigo et que toi, tu as des difficultés à avoir des beaux vêtements et que tu vois ton camarade de classe, qui a les dernières baskets et que toi, C'était comment là? bah, la plupart de mes amis, ils se lançaient, dans le deal parce que c'était le moyen de faire de l'argent facile et moi-même, on m'a proposé, heu, d'en vendre à plusieurs reprises. Parce qu'on se dis mes amis me disaient: «Tu peux pas rester dans cette galère, mais tu peux pas rester, on c'est un c'est un cheminement, en fait». Je parlais avec un ami, une fois, il me disait, je lui disais, «Parfois, on n'a pas le choix». Mais c'est et lui, il m'a dit: «Si, on a toujours le choix» et cetera. Je lui dis: «Non, parfois, il y a certaines personnes qui ont pas le choix parce qu'en fait, ils sont baignés dedans, comme, Obélix, qui, est tombé, dans la soupe et voilà, qui a eu une force, incroyable. En fait, on grandit dans l'univers, dans cet univers, on a des amis et heu et on s'embrigade tous, vers le mal, en fait, sans s'en rendre compte, en fait. Parce qu'on est, baignés dedans, au quotidien. Donc pour moi, de voir quelqu'un fumer un joint, je trouvais ça normal, en fait. Donc au final, bah, oui, parce que j'ai grandi comme ça. À 13 ans, on m'a tendu une cigarette, donc moi, j'ai vu des gens shooter, défoncer, Dreux, c'était une zone où, voilà, il y avait pas mal de gens qui étaient dans des situations Tu de peux nous détresse, situer Dreux? ultime. Dreux, qu'est-ce qui ouais, ah, je suis pas trop France, mais à part la Hollande, c'est ce que je sais, mais qu'est-ce qu'on fait à Dreux? C'est en direction de Belgique? Dreux, en fait, c'est à 1 heure de Paris. C'est ça? C'est à 1 heure de Paris, en fait, c'est, la ville des derniers tombeaux des rois de France. On a ce qu'on appelle la Chapelle Royale et c'est, une ville, en fait, où il y a un centre-ville et tout autour du centre-ville, en fait, il y a que des quartiers et donc c'est une des villes, qui est recensée dans les villes les plus pauvres, de France. Donc il y a beaucoup de misère, mais il y a des personnes comme, Zinedine d'ailleurs, qui est mon ami, qui et moi-même, qui essayons de raconter ces réalités, à travers nos livres. Et toi, Zinedine, Dreux, pour toi, tu l'as vécu, tu le vé comment tu le vu ton livre là, Ouais, c'est il est tonitruant ton livre parce que c'est un ouais, parcours de dingue aussi. ouais. Mais, c'est pas un parcours de dingue, c'est pas une dinguerie, dinguerie, L jamais serait une. heu, C'est pas c'est une tu vois? destinée atypique, quoi. C'est ce que tu devais vivre ce truc-là, à Bien mon sûr, avis. bien sûr. Mais en fin de compte, nos âges, ça s'arrête à Bon, en 8 gros aussi, 6 à pour revenir à ta 8 ans question, maternelle, après que maternelle et Dreux, puis au là, ça niveau commence, national, hein. Ça commence dès le c'est CP, hein. connu Moi, que chez pour les 2 CP, choses, ça ils sont à la déjà base. enfin, terrible. C'est connu pour, le Front national. 84, c'est l'une Ouais, des premières mairies du Front national
et pour, le GoFast de cannabis. Mmh. Après, c'est vrai qu'au niveau aux gens, qui sont un peu plus instruits, comme l'a dit Silas, c'est, la ville où il y a les Mais tombeaux des derniers mais rois de c'est où? France. C'est quelle heure? 80. C'est, 28 collé à 78, collé aux Yvelines. C'est Vous l'Eure-et-Loir. êtes près des Yvelines? Ouais, on est collé Oudan, Trappes, Plaisir, c'est à 78. côté de chez nous. Ah ouais, ouais. On a une boîte dans 78. Et ouais, Mmh. et du fait, nous aussi, pourquoi écrire? Pour inverser la tendance, quoi. On n'est pas que censé être connu pour le Front national. Il y a pas que le Ah ouais. bastion Attends, de je suis Front certaine national je suis ou certaine, on c'est que pas ou trop. que le GoFast de Mais comment ça cannabis tu ah, j'aurais dont pas on pu. a Ah non. déjà été acteur, mais du fait, Ah ouais, non. donner notre, vision, notre perspective et puis le livre, il permet d'appuyer cette perspective-là, de faire parce que aussi, il faut savoir après des zones que ça soit, aussi bien on est issu de la diaspora beaucoup ou de milieux sociaux défavorisés, parce qu'il y a même, Yannick qui a grandi à Barbès, c'était pas la joie Barbès dans les années à laquelle il a grandi Ouais. et de notre trajectoire de vie, écrire un livre, c'est immense. C'est immense en vrai et il y a ce côté Est-ce que vivant du est-ce que livre. vous pensez que vous êtes moi, je me sens pas écrivain du tout, c'est pas parce que j'écris un livre, 2 livres qu'on voyait, on se dit écrivain. Moi, quand on me demande, je dis: «Non, je suis pas écrivain, j'écris parce que voilà, ça me fait du bien». Mais parce qu'un écrivain, en banlieue, il y en a pas. Moi, j'en ai pas connu vers chez moi, un certain d'écrivains, ni des gens qui, littéraires ou quoi que ce soit. Mais on n'est pas, on avait faim, je te dis, moi, je lis lire un livre, c'était comme si tu me demandais, d'aller chercher du maïs dans le champ des Champs-Élysées. Moi, j'ai Oh, j'ai une bravo, approche ça c'est différente bien, de la c'est tienne. bien dit. Moi, je me considère comme Là, c'est écrivain vrai, parce tu te que j'ai sens réécrit le et voilà. deuxième. Est-ce que toi, tu te sens écrivain? Moi, je me sens écrivain. Pourquoi j'écris le deuxième qui s'appelle Omerta, le devoir de vérité, où je parle de choses totalement différentes, de sujets totalement différents, mais d'actualité. J'ai un projet en commun avec Silas qui est un roman. Mais Et je veux dire, un écrivain, ça après, ça se joue représente sur quoi? une carrière. Je veux Ça dire, se- ça représente quoi pour toi un écrivain? Parce que c'est des gens qui ont des c'est nous on a est-ce que tu avais accès chez toi à une bibliothèque? Non, on avait accès aux livres quand Mmh. même. Il y avait Là des où c'est ouais. bibliothèques municipales où on pouvait prendre du livre, l'échanger, rendre tout ça, que ça soit de la BD, du manga Mmh. et c'est important, Là, d'ailleurs j'ai jamais vu un livre. qu'il y en a qui brûlent Parce que des comme des étant bibliothèques, entre médiathèques. africains et comme on lit pas beaucoup, parce qu'on parle plus. Toute la journée, on parle. On est dans les bois, nous, où C'est j'habite, hein. vrai. J'ai jamais vu un livre et pourtant il y en avait parce que mon père, il avait pas commencé à lire. Mais c'était le seul truc que je me dis que Donc tu as un griot des temps modernes. Ça y est, je t'ai non, défini. non. Je vais passer à Alors, Jennifer qui va te dire son pourquoi tu te sens approche, si tu te sens écrivain? écrivaine ou pas. Non, moi je me sens pas écrivain, je me sens auteur. Auteur. Là, je suis en train d'écrire le deuxième parce que j'ai voulu écrire la suite, de cette autobiographie qui était écrite alors que j'étais encore en détention, donc j'ai voulu raconter tout ce qu'il y a eu depuis. Mais je me sens pas écrivain parce que c'était, enfin Est-ce je que sais le pas, mot j'ai il me dire correspond pas en tout cas. le mot dire écrivain correspond à un social, un rang social ou autre, j'en sais rien. Oui peut-être, mais en tout cas moi enfin j'en fais pas partie, je fais pas partie des écrivains. J'ai juste raconté ma propre histoire, rien de D'accord. plus quoi, donc je suis Mmh. juste un auteur et ça va pas plus loin que ça. Mmh. Tu te sens écrivain? Bah, en fait, pour moi, l'écrivain, c'est vraiment celui qui arrive à vivre de sa plume. Donc, moi, je me sens pas encore écrivain, c'est le cas de le dire, parce que pour l'instant, j'en vis pas. Mais, en tout cas, j'aime écrire, voilà. C'est une passion et j'essaye de et c'est vrai que l'écriture, en fait, ça amène plein de choses, en fait. Ça permet de rencontrer des personnes déjà. J'ai retrouvé des amis d'enfance, comme Zinedine grâce à l'écriture. J'ai pu aussi, avoir des échanges intéressants avec d'autres auteurs, donc ça ouvre des portes, on va dire et c'est ça que j'aime, dans l'écriture. C'est à toi. Est-ce que tu te sens vraiment écrivain? Tu as Il a répondu? répondu Tu as là. répondu aussi? À Il toi? reste ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, alors, je me sens pas écrivaine Ah pourquoi? parce que j'en vis pas. Oui, mais même si tu en vivais et tu Mais déjà, est-ce que tu prévois d'en écrire d'autres ou c'était, Là, j'en ai écrit un deuxième, mais rien à voir.
OK. Et c'est sûr? Sur Heu, quoi? c'est sur mon accouchement, sur ma fille. Voilà. D'accord. Toi, tu penses écrire un deuxième bouquin, là? Voilà, je suis sur la finition du deuxième, qui se déplace vers l'essai. C'est toujours autobiographique, mais je vais mettre une casquette d'essayiste et puis dévoiler, des choses, que personne, n'aime dévoiler Mmh. ou me prend la peine de dévoiler ou n'ait le courage de dévoiler. Je pense qu'il y a une certaine forme de courage à travers l'écriture aussi. Donc voilà. OK. Toujours sur les bouquins, est-ce que vous avez des choses à dire sur l'édition, pourquoi on a été, tout de suite, sur Surtout sur vos, expériences avec, les éditeurs. Est-ce que, il y a eu des complications? Est-ce que, déjà pour se faire éditer et puis après, est-ce que est-ce qu'ils font le taf aussi, derrière, de promouvoir, parce que là, le la culture, le livre? les livres culture urbaine, ça fait pas longtemps que les gens, ils commencent à lire nos histoires. Alors maintenant, comment, comment vous voyez le truc? Mmh, je pense que, déjà trouver un éditeur, c'est vraiment le parcours du combattant, tout le monde n'y arrive pas. Moi, en ce qui me concerne, j'ai eu beaucoup de chance puisque je termine, les corrections le soir même. Le matin 5 heures, j'envoie en PDF à 10 éditeurs différents. 6h30, je reçois un mail d'un éditeur qui me dit qu'il va lire mon livre dans la journée. Le soir même, il me propose un contrat. Donc vraiment un grand coup de chance. Au début, j'y crois absolument pas. Enfin, je me renseigne pour savoir qui est cet éditeur. Je m'aperçois qu'il a d'autres maisons d'édition, donc c'est parti et puis effectivement, ça a bien été édité. Après, le travail derrière n'est pas fait. Clairement, si je ne fais pas ma publicité, si j'en parle pas sur les réseaux sociaux, si je me déplace pas, à part avoir mon bouquin sur leur site internet, c'est tout ce qui se passe, quoi. Mais pour beaucoup de d'auteurs aussi, la difficulté de trouver un éditeur est vraiment mission impossible. Moi, quand c'est vrai que maintenant, vu ce qu'on écrit, la nouvelle littérature là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires qui pourraient passer en film. C'est sérieux, puisque est-ce qu'on n'est pas les nouveaux, j'en sais pas, les nouveaux écrivains qui peuvent faire des films, il y a bien eu les années 50, les films policiers, 70, je sais pas qui c'est qui les mais eux, c'était plus il y avait des guérillas, c'est vraiment mais là moi, ce que je veux savoir, c'est il y a un truc, on vient tous de banlieue, tous, ouais, c'était cool, hein, moi, c'était West Coast. Mais chacun a sa banlieue. Maintenant, mais maintenant, comment dire ça? Comment vous sentez le truc là sur, on va où? Est-ce que nos écrits peuvent, soit influencer une personne faible, il veut devenir comme nous, je sais pas, si le livre est vraiment prenant. Tu peux pas les laisser répondre Non, mais d'abord c'est sur ça, les attends, je éditeurs, finis, je finis. Ah, les éditeurs, c'est ouais, attends. Je suis juste pour juste sur ce truc-là, là, qu'est-ce que vous ressentez sur le truc maintenant, là? Est-ce qu'on écrit pour se faire valoir et dire: «J'ai écrit nin nin» ou envoyer quelque chose, à notre peuple, les racailleux, ou donner de l'avantage, au 16e siècle, les bourgeois? Déjà pour répondre à ta question par rapport à l'édition, moi, c'est plus les maisons d'édition qui se sont battues pour m'éditer que moi Mmh. j'ai cherché à les convaincre ou quoi. Parce que l'histoire déjà elle était atypique et puis il y avait une morale derrière et un combat vrai et la question a porté sur le fait, ton combat le avec, Jennifer. mmh et est-ce que le taf il est fait? Moi je rejoins Yannick Deslandes, c'est sur le fait que c'est un travail de sortir un livre et de l'éditer et c'est un travail tout autre de le promotionner et malheureusement, c'est pas les personnes parfois à qui, il y a des vrais messages, de la vraie authenticité qui sont mis en avant, mais peu importe, le fait c'est de se battre et puis il y a des journaux locaux ou pas qui sont bienveillants et d'autres, qui boycottent et qui censurent, mais je Mais est-ce pense que que tu ça mettrait pas de piment dans le combat, si tout le monde nous ouvrirait les portes Mais, aussi. mais au niveau de ta maison d'édition, ils font quand même, tu sens pas juste qu'ils ont oublié ton livre, dans un coin, ils font un peu de taf quand même? Après, eux, ils font quoi? Si ma mémoire est bonne et si, ma description du truc est bonne, eux, ils envoient aux médias
Ouais. ils envoient à, je sais pas, Ouais. 30-40 médias, par rapport à ton lieu géographique ou quoi, Déjà s'ils le locaux ou font, quoi. c'est pas mal. Et en vrai, c'est le média qui décide. Ouais, ouais, mais Tu des vois ce fois que je veux dire? ouais, Ça bien veut sûr. dire que de par là, c'est au bon vouloir du média. Après, Non, c'est mais je pose la question parce que je sais qu'il y a, bah, comme Yannick, disait, ça arrive, souvent que et ils peuvent, signer des gens et par rapport à. et faire aucun travail après, même pas l'envoyer aux médias, bon, s'ils l'envoient aux médias déjà c'est bien quoi, mmh. ils font un taf de diffusion quoi. Vous êtes Alors, plus, juste une question, vous êtes plus à compte d'éditeur ou compte d'auteur? Éditeur, tout aussi? Ouais. Ok. Non, moi, je suis un compte, auteur parce que j'ai voulu, justement, c'était déjà au niveau de la symbolique, c'était et préserver mes droits audiovisuels du livre parce qu'il est très imagé et très cinématographique, Mm. en vrai et heu et pour dire qu'en vrai, moi, j'avais pas peur d'investir de l'argent ou Mm. ça m'a coûté à peu près 2 500 €, mais ça j'ai pas Voilà. de C'était ça que je voulais en venir. Toi, c'est bien que tu as été approché par quelqu'un parce que ton histoire, Ouais. on y a cru. C'est ça leur histoire. Maintenant, c'est vrai que c'est plus dur pour trouver c'est une guerre. Moi, je les aime pas. Je dis franchement, si vous êtes là, c'est parce que voilà, j'ai pas la haine, hein, c'est bon, qu'on se dise, c'est bon, on va faire foutre. Mais non, désolé. Non, ça va? C'est bon? Mais c'est l'histoire. Ah, moi, je comprends pas. De toute façon, moi, j'ai rien contre le truc. Moi, j'ai 50, on a tous à peu près 50, je pense. On arrive tous par là, là. ah, plus jeune, Plus jeune, t'as quel âge? à trentaine, moi 37, je vais avoir Ouais, ça va. 38. Et toi? Moi, j'ai 38 ans. Ah ouais, ok. Bon. On a 12 ans de plus. Mais bon, les 12 ans de plus, quand même, sont pas mal déjà. Parce que moi, ça commence jeune. Tu vois. Mais le truc, moi, c'est Saint-Michel que je supporte pas. Je suis désolé, non, je suis obligé. Non, pas le Mont Saint-Michel, hein. C'est la rue. Ah, la rue, non, je peux pas. Je peux pas passer. Il est mort, Ben Laden. Snoop Dogg, mais toujours on reste sur Snoop, je vous le dis, hein. Là, Saint-Michel, c'est pas possible. C'est, il te fait. Moi, j'ai mis plusieurs fois mon bouquin. Ah, ils m'ont regardé. Mais qu'est-ce que tu veux ici, toi? On a marre de toi. Voilà. Comment vous avez fait? Vous avez payé pour ou pas? On est obligé. Ou de l'auto-édition. On se fait donner, on donne ton bouquin, 50 par là, ça à tes amis. Est-ce que maintenant on ne mériterait pas d'avoir. Il y a le festival Culture Urbaine où tu peux recevoir des clients racailleux avec des livres. Est-ce qu'on ne mérite pas que les gens s'investissent vraiment ou des grosses. Moi, je vais te Quelqu'un. choquer, mais j'ai Ou fait on fait une coopération de plusieurs écrivains, on crée un truc énorme et on balance tout. Ah oui, vas-y, excuse-moi. moi, j'ai choqué, mais Ah, j'ai fait qu'une séance de dédicace où j'ai eu, ça va, bah, pas mal de lectorat. Ma mémoire, racailleux, peut-être il y en avait un sur après, j'ai eu des instituteurs, des institutrices, féminins beaucoup, du fait, anciens légionnaires, de l'armée française, videurs de boîtes éclectiques graves. Black, blanc, beurre comme l'équipe de France c'était lesquels? 98. C'était lesquels? Faut c'est je pense que ces vies-là, les trajectoires, qu'on met en exergue, que ça soit bah, je pense même Jennifer ou Yannick Deslandes ou moi, parce que c'est du réel, on est sur du réel et le frère aussi là, c'est sur du roman. C'est ça plaît à tout le monde. Ça plaît pas que, heu de Je l'autre pense côté que de la rue. ça va s'élargir. Bien Ça sûr, va s'élargir. bien ouais, sûr, je c'est pense déjà large. on ça fascine, des institutrices, ça fascine, tout corps de métier, des stylistes. Moi, j'ai vu, un styliste de luxe en plus, pas styliste, éclaté à l'os. Mmh. On va Donc conclure. pour conclure, on peut partir sur quels sont, vos projets, actuels et futurs? Genre, c'est quoi la suite? Il y a des prochains livres, des associations, heu? Bah, moi, mon prochain projet, c'est un troisième livre qui parlera de l'histoire d'un chanteur, en fait. Un chanteur à qui va arriver une mésaventure. Parce que moi, en fait, j'aime bien les histoires où, où il y a des personnes de la vie quotidienne à qui il arrive des choses anormales.
Donc ça sera un roman aussi et j'ai un projet aussi, en collaboration avec, l'écrivain Zinedine Rable qui est avec nous ici présent. C'est Il va vous en parler un petit peu tout à l'heure parce qu'il est mieux placé que moi pour en parler. Mais oui, il y a des projets pour, le futur et surtout, ce que je veux faire, à travers mes ouvrages, c'est apporter un message, d'espoir, aux jeunes. Pour moi, c'est ça le plus important, surtout les jeunes comme moi, qui viennent, des quartiers populaires, parce que je veux leur dire que on peut s'en sortir, si avec, beaucoup de détermination et de travail et c'est vraiment le message, positif que j'ai envie de faire passer. Je suis pas là pour, parler de mes échecs ou de mes épreuves, peut-être que je le ferai dans un autre livre, mais pour le moment, je veux donner vraiment un message d'espoir et dire aux jeunes que c'est possible. Voilà. C'est De mon côté, donc je suis en train d'écrire, mon deuxième livre, donc pour reprendre la suite du premier qui s'est fini 1 an avant ma libération et pour montrer, bah, tout ce que j'ai pu en faire, depuis. En parallèle, on continue à développer notre association avec pour but de faire un tour de France, de toutes les villes, pour intervenir avec notre cellule mobile et montrer, à tout le monde, les adolescents comme les adultes, la réalité carcérale et développer nos ateliers sur le narcotrafic puisqu'effectivement c'est une problématique qui gangrène notre pays et surtout qui touche, les jeunes de plus en plus tôt. Hem, le mot de la fin que j'aimerais dire, si on me permet, c'est juste de lire un tout petit passage de mon livre, Sûr, vas-y. en sachant que le livre, c'est pas, l'homme que je suis aujourd'hui qui l'a écrit, ça a été, le gamin de 8 ans, le gamin de 15 ans, le gamin de 30 ans. Il y a eu vraiment, que les derniers mots qui ont été écrits, il y a 6 ans, donc par l'homme que j'étais il y a 6 ans, le même qu'aujourd'hui et c'est juste, ce petit passage que j'aimerais lire. À ces adolescents qui seront amenés à lire ce livre, je me dois de dire que dans la voyoucratie, dans cette vie extravagante que l'on imagine pleine de facilité, il n'y a aucune famille à trouver, mais de très nombreuses trahisons à essuyer. L'issue d'une vie hors la loi n'est jamais la richesse, mais plutôt la prison ou la mort, et que ceux qui ont eu un petit peu plus de chance n'en ressortent pas indemnes, car nous avons tous vécu loin de nos enfants, loin de nos familles, loin de la vie. Nous avons tous subi des décès de proches sans pouvoir nous rendre aux obsèques, des abandons ou des trahisons d'associés ou de pseudo-amis. Nous avons tous connu des ruptures sentimentales liées aux conséquences de nos choix de vie. Or, la vie, ce n'est pas ça, mais plutôt une certaine continuité, une projection sur du long terme, du plaisir de choses simples, de partage, de découverte, de patience. Ces derniers mois, j'ai fait 3 nouvelles rencontres qui orienteront et guideront désormais ma vie. Tout d'abord, une rencontre avec moi-même, avec le moi qu'il me restait à découvrir et que je ne soupçonnais pas, ce moi avec lequel je me familiarise jour après jour. Une seconde rencontre, sentimentale celle-ci, avec celle que je n'espérais plus rencontrer, une femme pudique, réservée et sensible, une belle personne vraie et authentique, à l'opposé de mon ancienne vie, mais avec une ouverture d'esprit qui lui a fait accepter l'homme que je suis avec le passé qui est le mien. Cette femme qui deviendra mon épouse et partagera le reste de ma vie, celle qui me fera découvrir le vrai sens du mot aimer. Une troisième rencontre, capitale, qui explique sans doute pourquoi j'ai survécu à tous ces événements au cours desquels je suis passé si près de la mort. Cette rencontre est une rencontre spirituelle, une rencontre libératrice, une rencontre d'amour et de plénitude. Je souhaite à chacun de pouvoir accueillir l'une de ces rencontres si elle fait irruption dans sa vie et de s'y abandonner de tout son cœur. Je me retrouve beaucoup dans ce qu'a lu, Yannick. Ça c'est beau et vrai et plein de vérités que le monde, du narcotrafic, c'est beaucoup de trahison, beaucoup de faux espoirs et ça on le dit pas et dans les réseaux sociaux, les gens qui mettent leurs cellules, en détention, ils en font pas mention, ils en parlent pas. Moi je dirais que, rien n'est impossible. Bah, du fait que je suis miraculé quand même, je suis peut-être je suis le seul écrivain français avec une balle dans la tête et 2 dans le ventre. Peut-être, hein. On va chercher, Jean-Marc. On va regarder, mais on va pas trouver. Il y a quelques siècles. Mais, du fait, dire que tout est possible et puis un message d'espoir aux jeunes. Aujourd'hui, j'écris mon deuxième livre. Je parle avec beaucoup de gens du cinéma aussi, pour une adaptation écran et que ça a la portée de tout le monde. Des gens magnifiques, j'en découvre au quotidien de par mon aventure littéraire
et des gens, je suis dans l'associatif aussi avec Tom Thériem qui m'a préfacé mon livre, un peu dans le même contexte que Yannick Deslandes, sans faire de photocopie, mais c'est des destins qui se relient. On intervient aussi bien, auprès des jeunes que chez les malades psychologiques qui sont malades par rapport aussi à la consommation de stupéfiants. Faut savoir que le shit, on me dit j'aime pas le terme drogue douce que tu as employé tout à l'heure, déjà c'est un terme de gueudin déjà. C'est lui qui Déjà est. je tiens à te le dire, parce qu'il y a des gens, ils sont en psychiatrie, en PLS, heu même par rapport au shit, frérot. Il y a des gens qui ont fumé du shit, mais qui ont été positifs à l'héroïne, de par rapport à ce qu'ils consommaient. Il y a des mecs qui sont schizophrènes, bipolaires ou maintenant il y a du 3 fois filtré et du filtré. Je peux te dire que c'est entre Après, drogue dure et drogue douce, le 3 fois filtré, il y a plus de frontières et et que quand tu peux te manger une balle dans la tête parce que tu as du shit sur toi et que, d'ailleurs, moi mon deuxième livre va porter sur la première victime de la mouche qui a été grandement, même trop médiatisée à mon goût et j'ai demandé à la mère de mon ami. Bah, mon ami, il était mort dans un barbecue à Marseille et la mouche, il a donc commandité, ce narcomicide, depuis sa cellule et bien avant que ça soit l'ennemi public numéro un qu'on voit dans les médias, c'était déjà l'ennemi public numéro 1. À Dreux et du fait, mon ami, je le serrerai plus jamais dans mes bras et c'est une grosse souffrance et j'ai demandé à sa famille si je pouvais à titre, heu, à titre de témoignage rétablir la vérité un peu sur ça et dire que la mouche, c'est une bête qui se pose sur, la merde et sur les déchets et il mérite bien son surnom et une abeille, par contre, ça butine des fleurs et ça crée du miel et que c'est ça qu'on veut véhiculer aujourd'hui. Alors, mon projet, j'ai commencé à écrire un deuxième livre, voilà. Après, je continue toujours mes recherches, mes archives parce que je retrouve des documents, des interviews, des photos, de l'époque de 73, donc ça fait toujours plaisir, ça plus de 50 ans après et j'aimerais bien aussi présenter mon livre, l'histoire de ma tante, dans quelques lycées. Parce que c'est important, qu'on connaisse cette histoire et aussi me rapprocher, des foyers, de l'aide sociale à l'enfance. Parce que voilà, moi je viens de l'ADA, souvent quand on vient de là-bas, on est déprimé, on voit pas notre futur et mon livre donne espoir donc voilà, j'aimerais transmettre ce message. Belle fin et on est passé, je pense. Voilà, ben, sur ce, on s'est présenté, on a passé une bonne journée aujourd'hui. Peut-être qu'on n'a pas c'est tout dit, mais il y aura toujours des choses à dire. Mais bon, on se reverra. pour redire des choses, on refera. Est-ce qu'on peut donner nos réseaux sociaux? Oui, Ah oui, voilà. oui, tu peux commencer. Ah oui, ils se sont marqués, mais vas-y, Ouais. Donc pour les réseaux sociaux, moi c'est Facebook Silas Garba, Instagram Garba Silas, TikTok Silas Garba. Donc SILAS Garba. Voilà. Merci beaucoup. Donc pour Facebook, Instagram, TikTok, c'est Association Murmure et sur LinkedIn, c'est Yannick Deslandes. Moi, je vais donner que mon Instagram et c'est jamais sans Tala, Talha. Moi, mon Instagram, c'est Jennifer Yezid. Non, non, non. On est bon? Voilà. Ben, merci d'être Merci à venu merci à et vous. voilà. Bye bye.